Voilà, nous sommes live. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire. Donc le but de ce webinaire, ça va être de découvrir ensemble la thématique du prochain Créaton l'hôpital, donc qui sera sur le thème de la santé sexuelle des femmes. Pour ça, on a plusieurs invités experts spécialistes de la question qui vont pouvoir nous donner leurs éclairages. Donc, on les présentera aussi plus en détail chacun leur tour, mais pour vous donner une idée un peu rapide, on a avec nous Thierry Troussier, donc vous voyez sur l'écran normalement en bas à gauche. Arnaud Cévennes et Joël Mignot, qui sont tous les trois membres de la chaire droits humains et santé sexuelle de l'UNESCO et qui la dirigent, qui sont dans le comité exécutif de cette chaire et qui vont pouvoir nous parler vraiment avec leur point de vue d'experts, donc à la fois de qu'est-ce que c'est que la santé sexuelle des femmes, comment on la prend en charge, quels sont les grands enjeux, quels sont les difficultés aussi liées à l'accès aux soins, liées aussi aux violences, et comment on peut aller vers une santé sexuelle qui sera mieux prise en charge et qui respectera les droits humains. On a Juliette Moreau, qui est la fondatrice de My S Life, une start-up aussi axée sur cette thématique, puisque elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais il s'agit d'un chatbot qui permet aux femmes de poser leurs questions et de s'informer sur le sujet de la santé sexuelle des femmes. Et puis, à la fin de ce webinaire, moi, je vous expliquerai un peu plus en détail comment va fonctionner le créaton. Il y en a parmi vous qui connaissent déjà le concept, mais on reviendra un peu sur le déroulé. Et puis, je vous présenterai notre invitée spéciale, Véronique Bloquet, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Comme ça, on maintient un peu le suspense. Tout à l'heure, l'ouverture aussi des inscriptions va avoir lieu. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, après vous inscrire au Créaton. Je vous montrerai bien sûr comment vous y prendre. Et puis, on rentrera aussi un peu dans le détail. Une fois que toutes les présentations seront terminées, on va pouvoir aussi avoir un moment d'échange assez intimiste avec les différents intervenants. C'est pour ça qu'on a choisi la plateforme Hermite. Je ne sais pas si parmi vous, beaucoup de gens la connaissaient. Mais grâce à cette plateforme, on peut participer à des tables rondes. Et donc, vous pourrez aller chacun sur une table ronde qui sera occupée donc par un des intervenants. Et comme ça vous permettra d'avoir des échanges un peu plus faciles, puisque vous serez 8 maximum par table ronde. Et donc, ça permettra vraiment un échange très fluide. Et puis, on aura aussi une table ronde Agathe, donc qui travaille avec moi, qui là est présente sous la forme l'hôpital. Et moi-même, si vous avez des questions plus liées au créaton. On a aussi sur la droite de la plateforme un espace chat. Donc, si vous avez besoin, si vous avez envie de vous exprimer pendant ces sessions, vous n'hésitez pas à aller sur l'espace chat et à faire vos remarques ou à poser vos questions. Je vois que quelqu'un a déjà posté un message. Impossible d'accéder à la session. Alors ça, c'est embêtant. En fait, je ne sais pas. Alors, est-ce que les autres personnes peuvent se manifester pour me dire si vous avez réussi à accéder à la session? Alors, je vois Jérôme qui dit oui. Oui. Bon, donc apparemment, c'est une seule personne qui a cette difficulté. Merci pour vos messages, ça vérifie que tout fonctionne, donc ça va. Agathe, je te laisserai voir du coup avec la personne, donc c'est Béjoin, qui n'arrive pas à accéder, peut-être pour l'aider. Heureusement qu'on a Agathe derrière qui peut aussi aider avec les problèmes techniques. C'est toujours le problème quand on a une nouvelle plateforme, c'est que des fois on ne sait pas encore très bien s'en servir. Bref, on va pouvoir donc démarrer tout de suite avec l'intervention de Thierry. Thierry, que tu as coupé ta caméra, voilà. Donc tu peux aussi remettre ton micro. Merci beaucoup d'être avec nous, Thierry. Très bien. Merci aussi à vous tous et à l'équipe de l'hôpital de nous accepter et de réaliser un partenariat sur ce sujet qui est, pour la chaire UNESCO, une des priorités. Alors, ce que je te propose, Thierry, pour commencer, c'est déjà de toi te présenter. Me présenter, oui, je suis le titulaire de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Je suis un professeur de santé publique et je suis sexologue par ailleurs. Merci. Voilà. Alors, tu vas pouvoir. Il y a de mieux, hein.
C'est parfait. Merci Thierry. Alors, tu vas pouvoir déjà nous introduire un peu plus à la notion de santé sexuelle. De quoi on parle quand on dit santé sexuelle? Moi, quand on parle santé sexuelle, c'est comme on parle être en bonne santé, comme la définition de l'OMS le disait après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Alors, la santé sexuelle, ben, c'est un élément intrinsèque de la santé humaine, nous dit l'OMS. La santé sexuelle intègre aussi tout ce qui est la reproduction, et l'éducation à la santé sexuelle se fonde aussi sur une approche positive, constructive et globale de l'être humain. Alors au total, c'est seulement en 2002 qu'a été arrêtée une définition de travail à l'OMS. Ce qui dit une définition de travail, c'est-à-dire qu'elle n'est pas inscrite dans le marbre. Toutefois, on peut dire qu'elle a été reconnue par la plupart des pays. Alors c'est quoi la santé sexuelle? C'est un aspect central de l'être humain. Donc ça, c'est important. C'est pour ça aussi que vous vous y êtes intéressé à l'hôpital tout au long de la vie et comprend le sexe, mais pas seulement le sexe, les identités, donc que ce soit sociale, physique, mentale ou affective, les identités, le rôle de genre, l'orientation sexuelle, l'érotisme, c'est marqué comme tel, le plaisir, l'intimité et la reproduction. Donc, on peut dire que la sexualité est vécue, est exprimée en pensée, en fantasme, en désir, en croyance, en attitude, en valeur, avec des comportements variés, des pratiques variées, et lors de rôles et de relations. Et que tout ce que je viens de dire ne se situe pas forcément au même moment et évolue avec chacun d'entre nous. Alors que la sexualité peut inclure, comme voilà, toutes ces dimensions, certaines peuvent être reconnues et d'autres moins bien exprimées. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Aude? Merci beaucoup pour cette définition hyper claire et on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects qui sont couverts par ce terme. Alors nous, on s'intéresse plus précisément à la santé sexuelle de la femme. Comment on fait le lien entre la santé sexuelle, la santé des femmes? Bien, et je dirais que sur le plan des indicateurs, on pourrait dire les indicateurs en France, mais des indicateurs dans le monde aussi, on met en évidence des problématiques spécifiques aux femmes. D'une part, les violences, je vais y revenir, mais surtout les discriminations, et c'est ce qui est intéressant, c'est notamment les discriminations des femmes et plus particulièrement de certaines catégories de femmes, les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, par les professionnels de santé. Ceci ne vise pas spécialement notre territoire, mais est reconnu à peu près partout dans le monde. Alors, si vous voulez bien, on peut parler de façon très rapide de quelques indicateurs sur la violence. Globalement, l'OMS nous dit que c'est près d'une femme sur trois, vous vous rendez compte, une femme sur trois, à travers le monde qui a déjà subi au cours de sa vie des violences physiques ou et sexuelles de la part de son partenaire intime ou d'un tiers. Donc c'est quand même énorme et c'est incompréhensible qu'au XXIe siècle, on en soit encore là. Selon l'ONU, les Nations Unies, c'est 246 millions d'enfants qui sont victimes d'actes de violence basés sur le genre. Et ils sont 25% à être victimes de violences physiques, 36% de violences psychologiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi la notion que 76 pays criminalisent les rapports entre personnes du même sexe. Alors pas seulement entre les hommes avec les hommes, mais entre les femmes avec les femmes. Et les pays occidentaux, dits développés, ont également vu des crimes de haine et de violence augmenter, notamment depuis l'épidémie des Covid-19. Et en ce qui concerne les rapports sexuels entre même sexe, et notamment entre les femmes, beaucoup de pays, même européens, ont régressé. Dans leurs lois, si je pense à la Roumanie, si je pense à la Pologne, par exemple. Alors, chez nous, en France, on estime qu'une jeune femme sur 10 de moins de 20 ans
a été agressée sexuellement au cours de sa vie, 1 sur 10, et une fille sur cinq, de 12 à 15 ans, a déjà été qualifiée de pute et de salope dans l'espace public. Alors, ces conséquences de la violence dans le monde sont multiples. Elles sont pas seulement, alors d'abord, gravissimes, elles peuvent aboutir à la mort, et nous connaissons les féminicides, et en France, on est à plus de 1,5 personnes qui meurent, et ça, c'est désastreux de penser à des choses comme ça, qu'on a plus de 300 personnes, 300 femmes qui décèdent sous les coups d'une tierce personne, et souvent de quelqu'un familial, par an, évidemment. J'ai pas précisé la fréquence. Je m'intéresse. Alors, évidemment, il y a des conséquences familiales qui en découlent, des conséquences économiques. Mais je souhaiterais terminer ce panorama sombre, malheureusement, des violences qui touchent et qui impactent immédiatement la santé sexuelle, par les discriminations dans le domaine de la santé. Alors, elles impactent pour certains domaines, la femme. Et comme ce qui nous intéresse ici, c'est plus particulièrement la santé sexuelle et la santé reproductive, eh bien, les professionnels de santé sont des premières personnes qui discriminent la femme en fonction de l'âge, par exemple, et ne proposant plus, par exemple, pour les femmes en ménopause, ne les conçoivent pas dans une activité sexuelle, ou parfois même beaucoup plus âgées, dans un âge avancé, et ne proposent pas des dépistages et une éducation qui soit adaptée. Et pour notamment les femmes qui sont lesbiennes, une enquête sur la lesbophobie de SOS homophobie retrouvait que les professionnels de santé, notamment les gynécologues, dans le cas du don du sang, des psychologues, psychanalystes, psychiatres, médecins de vie et autres structures hospitalières, pouvaient discriminer entre 40 et 15% de ces femmes-là. Donc on comprend bien que ce créaton que vous faites sur l'offre publique de santé sexuelle a une importance majeure pour savoir si les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, quel que soit leur âge, quelle que soit leur culture, et une offre de santé adaptée à l'âge, à l'orientation sexuelle, à la culture et aux autres vulnérabilités, pour que l'on puisse, d'une part, améliorer cette offre, mais surtout que l'on puisse tendre. Et je voudrais terminer là-dessus, si vous en êtes d'accord, Aude, sur les objectifs du développement durable, qui est ces objectifs 2030, dans lesquels on retrouve deux objectifs majeurs, l'un qui touche la santé et l'autre qui touche les femmes, à tel point que en 2015, les Nations Unies et les 193 pays ont pris conscience de ces difficultés. Pour la santé, je dirais plus particulièrement la diminution du taux de mortalité maternelle. Ça nous concerne évidemment moins, mais les IVG non médicalisés dans beaucoup de pays font qu'il y a beaucoup de décès. Ensuite, en ce qui concerne toujours les femmes, dans l'objectif 5, c'est parvenir à l'égalité entre les sexes et notamment autonomiser toutes les femmes et les filles. Et dans cet objectif, ils disent de mettre fin à la discrimination envers les femmes et les filles, d'éliminer les violences, d'éliminer toutes les pratiques préjudiciables envers les femmes, les mariages précoces et autres mutilations génitales, assurer enfin l'accès de tous et toutes aux soins de santé sexuelle et procréative. C'est le sous-objectif, faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation. Voilà. Et il y a un objectif 10 qui est la réduction des inégalités, dans lequel nous, à la chaire UNESCO, nous faisons extrêmement attention.
notamment des inégalités entre les plus pauvres et les plus riches. Et actuellement, beaucoup de populations vivent des souffrances à cause de la précarité et notamment des difficultés à l'accès à la santé. Et c'est pour cela qu'on vous soutient plus particulièrement dans votre activité. Je peux répondre à vos Merci questions. beaucoup, Thierry. Merci beaucoup. Alors pour les questions à Thierry, ce sera tout à l'heure dans les tables rondes. Donc vous verrez, hein, sur chaque table ronde, on a le nom et la photo de l'intervenant. Donc vous pourrez retrouver Thierry. Donc Thierry, merci beaucoup. On voit bien là avec ton intervention que c'est une problématique très vaste, qu'on parle de problématiques aussi sociales en fait et pas seulement des problématiques de santé, qu'on a des sujets d'accès, des sujets d'inégalité de traitement, des sujets autour des violences et que la prise en charge en fait elle est vraiment pluridisciplinaire et très large, très vaste sur ces problématiques-là. Arnaud, vous allez pouvoir aussi nous en parler puisque vous êtes vous aussi sexologue et puis vous avez également une pratique de médecin généraliste, que vous travaillez à la fois à la Maison des Femmes, donc vous allez nous expliquer un peu plus en détail, et puis aussi en hôpital. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment se passe la prise en charge dans ce domaine de la santé sexuelle des femmes? Alors, je vais vous parler de la posture qu'on dit inclusive face à la santé sexuelle des personnes. Vous allez voir, ça va faire la suite de ce qu'a dit Thierry Troussier. Alors, ce concept, c'est le concept d'inclusion sociale, ça caractérise les rapports entre les individus et des systèmes sociaux. On va plutôt réserver le terme d'intégration au rapport entre systèmes. Un raccourci pour faire comprendre ce qu'est l'inclusion sociale, c'est la considérer comme l'inverse de l'exclusion sociale. Le terme exclusion, on comprend mieux ce que ça induit. En fait, c'est comprendre l'attitude, c'est avoir, pour partie en tout cas, une attitude égalitaire entre toutes les femmes, quelle que soit leur identité, quelle que soit leur orientation sexuelle, quel que soit leur âge, Thierry Troussier l'a dit, et quelle que soit leur vulnérabilité, mais aussi vis-à-vis des femmes qui refusent d'être catégorisées, c'est-à-dire qui refusent d'être étiquetées par telle ou telle représentation, que cela concerne leur orientation, leur identité sexuelle, ce qu'on appelle leur rôle de genre, leur masculinité, leur féminité, et d'une façon générale, le fait d'avoir tel ou tel mode de sexualité, ou même le fait de ne pas en avoir. Thierry le disait tout à l'heure, une posture non inclusive, ça va conduire à des discriminations. Ces discriminations, elles ne concernent pas que le type de sexualité, elles portent sur d'autres modalités. L'âge, il l'a dit pour les personnes âgées, mais on pourrait parler aussi des enfants, mais aussi tout ce qu'on va englober sous un autre terme, qui est le terme de vulnérabilité. Par exemple, effectivement, des endroits où je travaille, c'est un service de médecine physique et réadaptation. Donc, on a beaucoup de personnes handicapées. Le handicap est une forme de vulnérabilité, mais aussi les conditions de vie d'une personne. Combien de fois on n'a pas entendu, je pense pour beaucoup d'entre nous, on a eu cette expérience-là, d'entendre dire par un soignant à une femme qu'il n'était pas raisonnable qu'elle ait un enfant étant donné sa situation sociale. C'est un discours qu'on va entendre parce qu'on va considérer qu'elle n'y a pas le droit, soit parce qu'elle est handicapée et que, oh mon Dieu, que vous allez quand même pas voir comment vous allez élever votre enfant, soit parce qu'elle est dans une situation financière difficile et on va s'autoriser à lui dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir un enfant. En fait, les discriminations, elles vont concerner toutes les formes de catégorisation. Et d'ailleurs, le simple fait d'être un homme ne protège pas non plus de ces discriminations. Il y en a aussi chez les hommes. Mais le fait en soi d'être une femme produit déjà un certain nombre de discriminations en soi. C'est-à-dire qu'être une femme, c'est déjà une vulnérabilité, même si j'aime pas beaucoup cette façon de dire, en tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui aiment pas trop qu'on dise qu'être une femme, c'est une vulnérabilité. Je vais vous donner un exemple criant d'une posture très inappropriée de soignant. C'est un véritable cas d'une patiente musulmane mineure qui s'est présentée pour un avortement dans un service de soins. L'histoire comment elle était devenue enceinte, c'était pas très clair, et on a suspecté des violences sexuelles. Donc on l'a hospitalisée, d'autant que c'était un avortement tardif. Et au cours de l'hospitalisation, vous êtes tous assis, vous avez raison, au cours de son hospitalisation, un médecin est passé dans la chambre
dans sa chambre et a posé sur la table de chevet une Bible en lui recommandant de lire cette Bible. Inutile de vous dire que c'était un médecin anti-avortement. Donc là, on est dans une posture très particulière qui, à la fois, nie sa condition de femme, ni considère que, étant donné que c'est une jeune femme, on peut s'autoriser à lui donner des leçons, qui nie la religion de cette femme et qui, en plus, lui fait des leçons sur sa foi. Donc c'est assez terrible de pouvoir voir ça. Et pourtant, ça existe et c'est en milieu hospitalier. Donc avoir une posture inclusive, ça va nécessiter d'abord de se poser la question de la sexualité, même lorsque cette question ne nous paraît pas évidente dans la vie de la personne. Au fond, c'est déjà de ne pas exclure du champ le champ de la sexualité de l'ensemble de nos soins. Et même d'ailleurs dans nos rapports humains, dans nos rapports hiérarchiques, au sein même du personnel, de se poser la question de l'impact de nos discours, qui sont souvent bien plus sexués qu'on l'imagine, ou bien qui sont perçus comme sexistes ou simplement mais inappropriés. Et simplement ça, souvent, on ne se pose pas cette question-là. Avoir une posture inclusive, c'est considérer que la femme présente des différences qui sont liées à son sexe. Le plus simple est simplement de penser à la santé génésique, c'est-à-dire à la reproduction. Ces différences sont constitutives, comme celle d'avoir une maternité ou d'être une mère potentielle. Et il est certain qu'une grossesse, ça va entraîner des réaménagements professionnels, que la maternité peut interrompre ou modifier la carrière professionnelle d'une femme. Toutes les femmes se rendent compte de ça, et ce, différemment de la carrière d'un homme. Et donc, comment la société intègre ces différences pour préserver une égalité de droit à une carrière, à une reconnaissance professionnelle, à des revenus. Voilà, nous sommes des femmes, des pères, des mères, et quel regard on construit au sein de nos institutions, de nos milieux professionnels, qui prennent en compte ces différents aspects de notre vie et de notre santé sexuelle. Un autre exemple, là aussi, ce sont des exemples habituels. Je ne parle pas du précédent, qui est quand même rare, heureusement. Dans un service de diabétologie où l'interrogatoire sur la sexualité ne porte que sur les hommes. Pourquoi? Parce que traiter les dysfonctions sexuelles masculines, on le sait, les laboratoires pharmaceutiques, excusez-moi pour le laboratoire qui est là, les laboratoires pharmaceutiques ont développé des produits médicamenteux pour la sexualité masculine, et or, il y en a extrêmement peu, voire quasiment pas, pour la sexualité féminine. Et du coup, les femmes sont exclues du champ de l'interrogation clinique sur leurs problèmes sexuels et d'autres solutions, évidemment, qui pourraient être proposées, autres que médicamenteuses. Alors, il semblerait qu'il y ait un problème de connexion pour Arnaud. On va attendre quelques secondes de voir si Arnaud arrive à se reconnecter. Désolée pour la petite interruption technique. Bon, alors je propose qu'en attendant que Arnaud arrive à revenir avec nous, qu'on accueille Joël. Bonsoir Joël. Alors Joël, est-ce que vous nous entendez? Et est-ce que nous, on peut vous entendre? Bon, de toute évidence, on a quelques petits soucis. Juliette, toi, on peut t'entendre? Est-ce que tu m'entends? Ok, bon, on espère que Arnaud et Joël vont réussir à se reconnecter. Ah, Arnaud, on vous a retrouvé, on dirait. Ça se reconnecte, voilà. Ça y est, voilà. Vous m'avez retrouvé. Oui, c'est prendre en compte, je disais, c'est prendre en compte la posture inclusive, c'est prendre en compte dans nos enseignements aussi toutes les catégories de personnes et ne pas se réduire à un discours qui s'adresserait simplement à une catégorie de personnes hétéronormées, de personnes occidentales, ne pas tenir compte de la diversité des sexualités des gens, voire même de leur absence, comme je le disais tout à l'heure, de leur absence de sexualité. Mais c'est aussi prendre en compte dans nos interrogations cliniques, dans nos examens de ces différents aspects, en se posant toujours la question de comment permettre, et ça c'est important, à ces personnes d'accéder le plus facilement possible aux services de soins de santé sexuelle et génésique.
Et pour terminer, si je devais résumer un peu ce que je vous ai dit là, avoir une posture inclusive, c'est d'abord une position d'écoute bienveillante, égalitaire, c'est-à-dire la même, quelle que soit la personne qui est en face de nous, et active, c'est-à-dire ouverte à la diversité des sexualités et à ce qui peut nous surprendre, parce que on peut pas tout s'imaginer, on peut pas tout penser, on peut avoir des opinions différentes, on peut s'imaginer qu'effectivement, vu l'état de cette personne, ben, elle doit sûrement pas avoir de sexualité, hein, elle est toute seule, elle est âgée, elle est très handicapée, très handicapée même. Eh bien, notre imaginaire, parfois, ne nous permet pas d'imaginer la sexualité. Et donc, on doit pouvoir accueillir cette personne avec sa sexualité, quelle que soit sa situation sociale ou sa condition. C'est une attitude ouverte à un accompagnement aussi pour supporter la personne dans ses attentes, dans les attentes de cette personne sur le plan de sa vie sexuelle, afin de lui permettre d'accéder à ce dont on parlait, c'est-à-dire à un bien-être général et sexuel en particulier. Voilà comment je pourrais définir cette posture à avoir, qu'on peut décliner ensuite pour toutes les personnes avec qui on est. Merci infiniment Arnaud, c'est encore une fois extrêmement clair et puis ça donne envie de s'engager aussi. On sent votre implication et votre enthousiasme dans votre métier et je trouve que c'est communicatif. Nous, dans la démarche du Créaton, il faudra qu'on ait bien sûr en tête toute cette inclusivité, justement, qu'on soit attentif à s'adresser à la fois aux professionnels et aux patients qu'on va aller rencontrer, avec justement en tête cette importance de traiter chacun de la même manière, de penser à tous les cas de figure et de proposer des solutions qui seront accessibles à tous. Donc c'est vrai évidemment pour les soins, ça sera vrai aussi pour les solutions sur lesquelles on travaillera. Joël, est-ce que vous arrivez à nous entendre et est-ce que si vous essayez de parler, on peut vous entendre aussi? Parce que je sais que ça a été un peu difficile pour vous de vous connecter. J'en suis désolée. Joël me dit qu'elle ne nous entend pas. Je pense qu'elle peut parler, c'est tout. Alors, on peut lui dire d'essayer de parler déjà pour vérifier que nous, on l'entend. C'est sûr que du coup, c'est moins agréable pour elle. On va essayer de la prévenir aussi. Ah mince, on n'entend pas non plus. Bon, je suis vraiment désolée pour les petits soucis. On va prendre l'intervention de Juliette et puis Agathe qui est dans l'ombre et qui prépare aussi tous les outils, etc. Va essayer de voir avec elle si on arrive à régler le problème. Je suis vraiment désolée. J'espère qu'on va pouvoir avoir cette intervention parce qu'elle est aussi extrêmement importante et riche. Bon, en attendant de voir si on arrive à récupérer le son avec Joël, je propose qu'on passe à l'intervention de Juliette. Donc Juliette, comme je vous disais tout à l'heure, est entrepreneur. Elle a un parcours très très impressionnant aussi dans les institutions et avant sa lancée dans l'entrepreneuriat, elle a fait pas mal de choses qu'elle va pouvoir aussi nous raconter. Donc aujourd'hui, elle est la fondatrice de My S Life. On va vous mettre aussi le lien tout à l'heure pour que vous puissiez aller voir de plus près à quoi ça correspond. Et puis, elle va nous parler donc de son expérience d'entrepreneur et puis de l'innovation dans le champ de la santé sexuelle aujourd'hui. Quelles sont les choses qui émergent, comment elles émergent, et ça va vous aider aussi, vous, à vous projeter, vous qui nous écoutez, sur éventuellement vous lancer, vous aussi, dans des projets innovants. Alors, Juliette, peut-être que tu peux commencer donc par te... Oui, merci. Donc oui, alors, c'est une gentille présentation de mon parcours. Pour faire simple, alors je ne suis pas sexologue. En revanche, j'ai un diplôme de santé publique et avant ça, j'ai fait l'ESSEC. Donc du coup, je marie les joies du management avec des notions en santé publique que j'ai eu l'occasion d'éprouver
d'aller un peu plus loin dans les sphères institutionnelles, en effet, et puis aussi un petit peu, je suis passée un petit peu aussi chez MSF, et en sortie de tout ça, je me suis dit que j'avais vraiment envie de reprendre un projet entrepreneurial. C'était pas mon premier, de marier le digital et l'entrepreneuriat et la santé publique. Et en fait, de mon parcours en santé publique, je me suis beaucoup retrouvée dans ma sphère d'amis IE, avec des questions en santé sexuelle, auxquelles souvent j'avais pas vraiment de sources qui étaient compréhensibles par le commun des mortels, auxquels je pouvais les renvoyer, et surtout qui abordaient tout le champ de la santé sexuelle féminine, sachant que trop souvent, y compris dans certaines politiques publiques, on résume la santé sexuelle de la femme à de la reproduction, à faire des bébés ou pas d'ailleurs, mais on s'arrête là, et le champ est beaucoup plus large, comme ont pu l'expliquer Thierry et Arnaud. Et du coup, de là est né MySLife, avec l'idée de créer une sorte de compagnon digital sur toutes les questions de santé sexuelle et intime de la femme, et qui puisse justement apporter des réponses simples, en tout cas entendables par un non-soignant ou un non-expert du domaine médical, sur tous les questionnements qu'on pouvait avoir en santé sexuelle de la femme. Donc ça c'est pour mon parcours, et ça c'est pour MySLife. Ce qui est chouette, et même très chouette en fait, c'est que moi j'innove dans le monde de la santé sexuelle, avec en particulier la création d'un agent conversationnel, d'un chatbot qui puisse parler santé des femmes, avec plusieurs femmes. Mais je suis pas la seule, et c'est un domaine sur lequel aujourd'hui et c'est aussi peut-être la beauté de la chose dans toute la révolution féminine et féministe qui a en cours en ce moment. C'est un sujet dont beaucoup en fait d'entrepreneurs, alors beaucoup des femmes se saisissent en termes d'innovation, mais pas que des entrepreneurs. Du coup, j'ai essayé un petit peu de faire un panel. Alors, dans le monde du digital, il y en a beaucoup. On retrouve des sujets qui sont soit des sujets très précis et des sortes d'outils d'autodiagnostic, par exemple, qui peuvent être soit sur de la santé intime, soit sur de la santé sexuelle. Alors, sur de la santé intime, génésique pure, je pense à un outil qui a été développé, qui permet de faire des prédiagnostics et des aides au choix de la guérison, y compris en prenant en compte le désir d'enfant, en prenant en compte la vie sexuelle, les craintes qu'on peut avoir, le fait qu'on soit en partenaire ou pas, qui s'appelle monfibrome.fr, et qui permet justement, dans le traitement du fibrome, avec l'anticipation de la chirurgie par exemple, de faire toute une série de diagnostics qui aident la femme à discuter avec son soignant. Un autre, toujours dans le digital, il y a une plateforme qui est géniale parce que c'est souvent la première question que les femmes se posent lorsqu'elles cherchent à avorter, c'est IVG, j'ai mon adresse, qui recense toutes les plateformes payants, publics ou privés, en tout cas tous les soignants publics et privés qui pratiquent les IVG, avec différentes formes d'IVG, avec également la possibilité, si on veut avoir une IVG gratuite, de l'orientation vers le bon parcours. Ça semble rien, mais rassembler ces informations-là, c'est une vraie forme d'innovation, parce que jusqu'à il y a 2 ans, ça n'existait pas. Donc ça c'est typiquement des innovations qui sont pas obligatoirement hyper tech, mais qui pour le coup sont très portées par le digital, parce qu'elles sont très accessibles, et puis que c'est facile entre guillemets à monter, même avec des budgets relativement réduits, et qui ont un impact énorme, en tout cas en termes d'accompagnement en santé sexuelle. Alors après, il y a tout un champ de l'innovation, évidemment, alors un peu en pharma, et je suis sûre que Madame Bloquet va en parler, aussi dans tout ce qui est dispositif médical. On a beaucoup évolué sur la manière à laquelle, par exemple, un dispositif médical entre guillemets tout bête, mais les gels lubrifiants
pour les femmes ont beaucoup évolué sur les 3-4 dernières années dans leur texture, dans la manière d'être prise en compte. Or les problématiques de sécheresse vaginale chez la femme pendant les rapports sexuels sont courants à plein de moments de la vie y compris en particulier après la ménopause. Ça peut être une vraie source de souffrance et c'est une innovation simple, simple. En tout cas, c'est un outil simple à avoir, simple à acheter, mais sur laquelle l'innovation est vraiment pertinente. Voilà. Donc ça, c'était un peu sur la part de la sphère un peu soins, médicaments ou dispositifs médicaux. Puis il y avait un dernier sujet sur lequel moi je voulais saluer les travaux et qui seront, je pense, très utiles aux participants des créatons et je les invite à aller regarder ce qui existe parce que ça les fera réfléchir. C'est tous les travaux qui sont faits par les associations en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont créées par les associations en termes de parcours santé. Décidément, on a quelques soucis ce soir. En attendant que Juliette arrive à se reconnecter, je précise évidemment que toutes les références qu'elle est en train de citer, donc, je ne sais pas si on va vous les repartager. Ça y est, on t'a retrouvé, Juliette. Donc, je disais juste que tout ce que tu nous cites là, on va le repartager bien sûr avec les participants et de manière générale avec la communauté au fur et à mesure des jours qui viennent. On va aussi vous nourrir sur la thématique, donc vous montrer un peu ce qui existe en termes de start-up, vous donner de la lecture, vous recommander des vidéos, des conférences, etc. Et ça va vous permettre aussi de vous inspirer. Je te redonne la parole. Juliette, est-ce que tu peux rallumer ton micro? Là, on t'a retrouvé normalement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, tu peux reprendre. Désolé. Allô, est-ce que vous m'entendez? Désolée. Du coup, je vous vois tout en frisé. Donc, je vais juste terminer. Je ne sais pas si vous m'avez entendu sur la partie associative. J'évoquais agir pour la santé des femmes, qui a par exemple créé. Alors le nom est rigolo, mais du coup c'est aussi super important. Ça s'appelle le Frotty Truck et c'est un donc aujourd'hui on sait que, juste pour rappel, le HPV qui peut provoquer un cancer du col de l'utérus, c'est une des premières causes de cancer chez la femme, surtout s'il n'est pas dépisté tôt. Et donc un camion qui se déplace auprès des femmes précaires ou des femmes qui ont une non sédentaire pour aller leur permettre d'avoir un frottis plus ou moins régulier et de contrôle, c'est une super belle invention organisationnelle qui permet justement de mettre à disposition un espace de santé qui se déplace vers les malades et ce type de pratique là. Alors c'est des pratiques pour le coup un peu complexes à mettre en place, parce qu'évidemment j'imagine bien que la mise en place n'est pas simple, mais qui du coup pense la santé sexuelle de la femme par la femme et pas uniquement par le soignant ou par la manière par la structure qui soigne, mais plutôt par la femme et comment on va vers elle et on l'aborde. Et pour le coup, c'est vraiment une manière inclusive de l'anticiper. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. C'est une intervention qui est extrêmement inspirante, je trouve, à la fois sur toi, ton parcours, ce que tu as voulu proposer, et sur beaucoup d'exemples hyper concrets d'innovation en santé sexuelle de la femme. T'as bien souligné aussi que certaines innovations ont l'air de rien, ou ça a l'air d'être des petites choses, ou en tout cas, ça demande pas une grosse technologie, et pourtant, ça a un impact très fort parce que ça a été bien pensé, parce que ça a été réfléchi pour la femme qui va en avoir besoin. Ça rejoint évidemment le cœur de ce que nous on a envie de faire avec l'hôpital. Dans l'hôpital, il y a low tech, c'est-à-dire innovation frugale, c'est-à-dire on n'essaie pas forcément de faire quelque chose de compliqué qui va demander des années de recherche et développement et qui va
voilà, à utiliser de l'IA ou je ne sais quoi de très compliqué. Par contre, on cherche à avoir un impact très concret, très clair face à un problème. On va à l'écoute, à la rencontre des personnes qui vont en avoir besoin et on crée la solution la plus simple et la plus accessible. Donc, on est vraiment dans la lignée de ce que tu as présenté, Juliette. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Donc, pour les auditeurs, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on va vous redonner ces informations-là sur nos réseaux sociaux, dans la newsletter L'Hôpital. Vous pourrez, au fur et à mesure des prochaines semaines, redécouvrir tout ça et puis bien plus, puisqu'en plus on a la chance, comme vous voyez, d'être très bien entouré, avec beaucoup d'experts qui nous nourrissent, qui nous proposent des contenus et qu'évidemment on va vous partager. Bon, comme malheureusement on n'a pas réussi à connecter Joëlle, malheureusement elle n'arrive pas du tout à avoir du son et à se connecter. C'est Thierry qui va reprendre l'intervention qu'elle souhaitait faire, puisque la chaire droits humains et santé sexuelle de l'UNESCO a publié récemment un plaidoyer qui aborde notamment la question de la violence, sur lequel du coup elle devait intervenir normalement pour nous donner un peu une synthèse et les grands concepts, les grands principes qui avaient été présentés. Et donc c'est Thierry qui va se charger de nous en parler. Ce plaidoyer, Joëlle m'a indiqué aussi qu'il serait bientôt disponible en ligne, donc à nouveau on pourra vous le partager pour que vous puissiez le lire de manière un peu plus exhaustive, puisque là ça va être évidemment un résumé. Donc merci Thierry d'avoir remplacé Joëlle à la volée, et du coup je te passe la parole. Oui, merci. C'est un plaidoyer donc auquel Joëlle a énormément participé, mais pas qu'elle, avec Ingrid Géré, notre avocate, et puis moi-même, et qui a été validé par tout le comité exécutif et scientifique de la chaire UNESCO. Je vais essayer d'être assez court. Donc, devant l'aveuglement et la circulation de la haine entre les individus et les sociétés, reste aujourd'hui très actif, et le champ du sexuel et des relations interpersonnelles sont des terreaux malheureusement trop fertiles. Le rôle de l'éducation aux droits humains en lien avec la santé sexuelle pour toutes et tous est donc fondamental et incontournable face à ces violences. Nos actions se font donc en lien et en logique avec les objectifs du développement durable que je vous ai présentés, fixés par les Nations Unies, et tendent toujours vers l'avenir. Nous avons déjà donc ces yeux rivés sur les 10 années qui viennent. Quelles sont nos recommandations? Elles sont à la fois individuelles et collectives afin de repousser et dépasser la violence et les discriminations. Premièrement, c'est intégrer les droits humains, les valeurs humanistes et la prévention de la violence dans l'éducation complète à la sexualité, ce qui est le rôle de notre chaire, en respectant la maturation des jeunes dès la petite enfance et en les aidant à développer leur esprit critique et leur expression libre en lien avec la tolérance socio-culturelle. Vous aurez, au travers L'Hôpital, la possibilité d'accéder dès le 14 février à notre nouveau cours en ligne gratuit ouvert pour tous qui porte ce thème que je viens de vous décrire, Rights, Sex and Education. Il est ouvert et gratuit et je vous invite à vous inscrire, qui vous permettra de préparer vos interventions sur le terrain. Deuxièmement, éduquer aux droits humains dans une approche égalitaire et inclusive, comme vient de nous parler notre confrère Arnaud Cévennes, des femmes et des hommes, quel que soit le genre, l'orientation sexuelle, dans tous les champs de la santé sexuelle, la santé reproductive, les relations intimes, les réactions et les fonctionnements sexuels, et donc penser notamment dans l'inclusion à toutes les vulnérabilités. On en a entendu notamment avec les personnes en situation de handicap. Sensibiliser les parents à la mise en œuvre des droits humains et aux valeurs humanistes pour promouvoir un attachement sécure à tous les moments de la vie, pour favoriser la libre expression qui fonde la non-violence. Quatrièmement, sur 5, former les professionnels aux droits humains et à la prévention de la violence, en formation initiale et à la fois en formation continue. Enfin, utiliser les médias sociaux, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour promouvoir et appliquer les droits humains et les valeurs humanistes qui fondent la non-violence, pour modifier les mentalités, notamment celles des professionnels, notamment de santé, les comportements et les normes sociales.
la prévention de la violence par l'éducation aux droits humains et valeurs humanistes en lien avec la sexualité sera l'axe central de toutes les actions de la chaire, et c'est pour cela que nous sommes auprès de l'hôpital pour ce créaton sur la santé sexuelle. Merci. Merci beaucoup Thierry. Donc c'est vraiment un résumé hyper synthétique et clair des grands enjeux qui ont été décrits dans ce plaidoyer. Je vous invite vraiment très fortement à la fois aller voir le MOOC que évidemment on vous partagera, hein, dont Thierry vient de parler, et aussi à lire ce plaidoyer qui est passionnant et encore une fois qui donne très envie de s'engager. Vous aurez compris que ce soir on veut aussi vous montrer que c'est un sujet important, que c'est un sujet de société, que aussi on peut avoir de l'impact dessus, même si on est un citoyen lambda comme vous et moi, qui n'est ni médecin ni directeur d'hôpital, et que on peut avoir envie et apporter des solutions concrètes pour améliorer l'accès aux soins, pour améliorer aussi tout simplement le quotidien des femmes dans le cadre de leur santé sexuelle et puis les actions des professionnels de santé qui les entourent. Je vais pouvoir un peu plus vous parler de ce créaton qui approche. Ça fait un moment qu'on en parle, qu'on fait un peu, on va dire, du teasing, parce qu'on a choisi ce thème il y a très longtemps. Ça fait, je pense, déjà 2 ans qu'on s'était dit que le prochain créaton, il serait là-dessus. Malheureusement, entre-temps, évidemment, il y a eu l'épidémie de Covid. On n'a pas eu ni le temps ni la possibilité de s'en occuper avant, et puis on a dû beaucoup réfléchir aussi au format qu'on allait vous proposer pour tenir compte justement des contraintes sanitaires. Mais le concept va toujours rester le même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept des créatons de l'hôpital, le principe c'est de dire: je suis un citoyen qui s'intéresse à la santé, j'ai envie de m'engager. Quel que soit le parcours que j'ai, quelle que soit ma formation, quels que soient mes diplômes, quelle que soit mon expérience professionnelle, je peux effectivement m'engager et je peux apporter quelque chose. La première chose que je peux apporter, c'est mon regard. J'ai un regard différent du regard que peuvent avoir les professionnels de santé, que peuvent avoir tous les experts, parce que moi, comme je ne connais pas ce sujet, quand je vais me pencher dessus, je vais le voir sous un angle qui n'a pas forcément encore été exploré. Et c'est pour ça que dans un premier temps, sur les créatons, on vous propose d'aller en immersion dans des centres de soins, dans des centres d'accueil et dans tous les lieux en fait où la thématique qu'on a choisie est centrale en fait. Donc sur ce créaton-là sur la santé sexuelle des femmes, évidemment, on va pas se limiter à l'hôpital. On va aussi réfléchir autour d'autres types de structures. Tout à l'heure, on a évoqué la Maison des Femmes. Il y aura des immersions à la Maison des Femmes, donc qui accueille les femmes victimes de violences. Il y aura aussi également des immersions dans des lieux d'accueil, dans des centres de planning familial, centres d'IVG, ce type de structure, pour qu'on ait une vision un peu, on va dire, à 360 degrés des différentes problématiques et de différentes prises en charge sur lesquelles on peut avoir un impact. Donc ces immersions, elles vont avoir lieu entre le 8 et le 19 mars sur des durées de 3 jours consécutifs. Donc à chaque fois, on va avoir un binôme de citoyens non soignants, hein, donc qui n'ont pas du tout l'habitude d'être dans ces milieux-là, qui vont passer 3 jours donc dans un lieu pour faire de l'observation. Donc évidemment, c'est vous qui allez avoir la démarche, si vous le souhaitez, de faire cette immersion. Et nous, on va vous donner les outils. Donc en amont, on va vous faire une petite formation, on va vous expliquer comment faire l'observation, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on écrit, comment on mène un entretien, puisqu'évidemment, le but, c'est pas juste de regarder, c'est de parler aussi avec les gens, à qui je peux m'adresser, comment je fais, etc. Et tout le monde y arrive, hein. C'est la 4e édition aujourd'hui de l'hôpital. On a déjà eu 200 participants et je peux vous dire que ça fonctionne. Tout le monde est capable de faire cette observation et d'en tirer quelque chose. Ce quelque chose, on le matérialise sous forme d'un rapport d'étonnement. Donc, c'est-à-dire que chacun... Oh, Joël est revenu avec nous. Ça y est, j'y suis arrivée. Quelle bonne surprise. C'était une histoire de version de Chrome, en fait. Ah, d'accord. Bon, je suis désolée, Joël, je n'ai pas pu te connecter avant. Donc, alors, malheureusement, que c'était une histoire de version et ça s'est pas fait automatiquement. Il a fallu que j'aille la chercher. D'accord. Bon, c'est malheureux. Heureusement, j'ai un peu l'habitude avec l'informatique, mais bon, ça a été long. Je suis désolée parce que j'arrivais pas du tout à vous entendre. Bon, alors, je suis désolée, du coup, comme on savait pas si tu allais réussir à être connecté, c'est Thierry qui a présenté le plaidoyer. Ah bah, très bien, c'est très bien.
Mais ce que je te propose, c'est de rester bien sûr pour les tables rondes. Oui. Et comme ça, tu pourras aussi échanger avec les participants tout à l'heure pendant les tables rondes. Donc, ce que je te propose, c'est rapidement de juste te présenter. Comme ça, ils sauront un peu vers qui se tourner pour quel type de questions. Et puis après, je reprendrai le fil sur les créatons. D'accord, très bien. Alors moi, bon, je suis Joëlle Mignot, donc je suis psychologue clinicienne et sexologue et je fais partie du comité exécutif de la chaire UNESCO avec Thierry et Arnaud. Non, bon, par ailleurs, j'ai une activité d'enseignement aussi à l'Université de Paris, puisque voilà, je m'occupe du diplôme de sexologie, puis j'enseigne depuis très très longtemps à la sexologie, mais surtout j'ai une pratique clinique puisque je suis sexologue en libéral. Donc je m'occupe de la santé des femmes au quotidien dans mon cabinet. Voilà, en gros. Je dirige aussi la revue Sexualité humaine. Donc où il y a eu de nombreux numéros d'ailleurs sur la question de la santé sexuelle des femmes avec des thèmes différents. Donc voilà, ça fait 13 ans qu'elle existe. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver aussi des éléments dans la revue. Et oui, puis il y a ton Voilà, webinaire aussi, il me semble. Ton webinaire sur YouTube. Oui, alors les webinaires qu'on a fait, notamment Intimus, qu'on avait mis en place au moment du début du confinement, et puis il y a eu d'autres choses aussi, hein, on en a fait d'autres. Puis là, on est en train de faire des podcasts aussi qui vont sortir, qui sortent petit à petit, notamment un sur le consentement qui est quand même très en lien aussi avec votre sujet. Et puis un autre sur le VIH qui est sorti aussi. Voilà, et puis il y en a plusieurs qui vont arriver sur l'émancipation, sur la pornographie, voilà. Donc il y a pas mal de matériel là au niveau de notre chaire. Hein. Vous pouvez trouver déjà pas mal de choses pour vos réflexions et voilà. Alors je sais pas ce que vous attendez de moi là du coup parce que moi j'étais partie sur le plaidoyer avec bon ce qu'on a mis un petit peu. Thierry vous a parlé un peu des recommandations qu'on a mis un peu en place par rapport. Alors le plaidoyer il n'était pas orienté sur la santé sexuelle des femmes spécifiquement, hein, puisqu'il était plus orienté violence. C'était le premier plaidoyer qu'on a fait. C'était un travail commun. Maintenant, c'est vrai que la violence, c'est évidemment un des pans extrêmement importants dans la sexualité féminine. Puis aujourd'hui, avec ce qui se passe aussi au niveau de l'inceste, ça bouge beaucoup. Voilà. Et puis ça délie, on va dire, ça délie les langues dans le cabinet. C'est-à-dire que les femmes parlent beaucoup effectivement des agressions, des abus ou des viols qu'elles ont pu subir. Elles en parlent quand elles sont souvent évidemment adultes dans un après-coup dans nos cabinets. Hein, donc, et elles viennent avec une difficulté sexuelle ou de couple ou relationnelle. Et c'est à cette occasion qu'elles parlent de ce qu'elles ont pu vivre, soit enfants, soit adolescents, soit dans leur vie d'adulte, au niveau des agressions et des abus sexuels, voilà, ou des incestes. Bon, ça donne un bon aperçu des discussions qu'on peut avoir avec toi, Joëlle, pardon, dans les tables rondes. Donc vraiment, je vous invite tout à l'heure à aller dans les tables rondes discuter avec les intervenants. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi aller de table ronde en table ronde, donc vous n'êtes pas obligé de rester longtemps avec la même personne. Vous pouvez aussi tourner si vous avez plusieurs questions à poser à plusieurs personnes. Je suis désolée, Joëlle, de pas te donner plus de temps de parole là tout de suite. C'est très bien. On a déjà réussi à s'entendre, c'est déjà beaucoup. Bah heureusement, la meilleure partie, ça va être aussi les tables rondes. Là, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à clore la partie plénière, justement, pour qu'on soit sûr d'avoir assez de temps d'échange aussi privilégié tout à l'heure. Et puis aussi, il y a Véronique qui attend pour faire son intervention et je sais qu'après, elle a des contraintes. Donc, je vais rapidement vous finir de vous expliquer comment fonctionnent les créatons. Et après, je passerai la parole à Véronique. Je vais vous expliquer pourquoi elle est présente aussi. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a cette phase d'immersion sur 3 jours consécutifs, donc pour ceux qui le souhaitent. Et ensuite, il y a un week-end de réflexion en intelligence collective, c'est-à-dire que les problématiques qui viennent du terrain, qu'on aura repris dans les rapports d'étonnement, on va travailler dessus après pour proposer des solutions. Donc, c'est-à-dire que pendant le week-end, toutes les équipes travaillent sur des vraies problématiques qui viennent du terrain, qu'on a observées, et ceux qui les ont observées sont là pour témoigner. Et ça, c'est un point vraiment clé dans le concept de ce créaton. On travaille pas comme ça sur des idées qui nous sont venues en tête, on ne sait pas si ça va servir, on travaille sur des vrais sujets. Les détails après pratico-pratiques, vous les retrouverez sur le site de l'hôpital. On vient juste de publier toutes les informations sur le créaton et les liens d'inscription. Donc vous pourrez acheter déjà vos places si vous souhaitez participer. Donc les dates du week-end, c'est du 26 au 28 mars prochain. Donc vous pouvez participer soit aux 2 phases, immersion plus week-end,
soit uniquement en week-end. Et vous pourrez aussi apporter votre créativité, même si vous n'avez pas fait les immersions, puisque ceux qui ont fait les immersions seront là pour vous partager et pour en témoigner. Je rentre pas plus dans le détail là-dessus. Ce que je voulais juste faire, c'était partager mon écran pour vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver l'info, où est-ce que vous pouvez vous inscrire. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, je crois. Donc vous êtes là sur le site de l'hôpital, donc vous allez sur l'hôpital.com, donc vous pouvez mettre /créaton 2021 ou vous pouvez simplement cliquer sur la partie créaton et rentrer dans la partie créaton santé sexuelle des femmes. Vous allez arriver sur cette page, vous allez retrouver ici l'achat des places, les explications détaillées de comment ça se passe, les différentes phases, le déroulé du week-end. Alors présentiel ou distanciel, comme vous le verrez, on n'a pas la réponse pour l'instant. On est en train de préparer les deux options. Donc, ce sera en fonction des conditions sanitaires. Là, pour l'instant, on fait comme si c'était en présentiel parce qu'on est optimiste. On prépare tout aussi pour que ce soit possible. Si, le cas échéant, on a la possibilité de le faire. Bon, soyons réalistes, les chances sont minces. Donc, évidemment, on a aussi prévu l'alternative en visio. Même si c'est en visio, promis, on fera un événement qui est convivial. On gardera la même énergie, le même élan que d'habitude. En tout cas, on s'y emploie. C'est aussi pour ça qu'on est sur Hermit aujourd'hui. C'est parce que c'est un des outils qu'on est en train de tester pour pouvoir faire tout l'événement en visio tout en séparant les équipes, etc. Et puis, pour ce webinaire, vous pourrez retrouver la vidéo de replay, puisque là, on a enregistré le webinaire. Donc, vous pourrez le revoir. Vous pourrez le partager aussi avec vos proches qui n'ont pas pu être là et qui auraient envie aussi de le regarder. Et ça vous permet là vraiment de savoir de quoi on parle, d'avoir vraiment une introduction au sujet, de savoir aussi comment l'aborder, avec cette notion aussi de rester inclusif. Donc, c'était important pour nous de commencer par un webinaire pour vous accompagner dans la découverte de la thématique. Pour ce créaton, comme d'habitude, en fait, on va s'adosser aussi à des partenaires. Donc là, évidemment, on vous a présenté deux de nos partenaires, c'est-à-dire la chaire UNESCO et MyEsLife. On a d'autres partenaires aussi, et notamment le laboratoire Theramex, qui est spécialisé sur la santé de la femme, qui a plusieurs actions en ce sens et qui est donc dirigé par Véronique Bloquet, donc qui nous fait l'honneur d'être avec nous aussi pour pouvoir d'une part présenter les activités de Theramex et aussi évidemment nous expliquer aussi pourquoi elle a décidé de s'associer au créaton de l'hôpital. Je précise que tous les ans, c'est grâce aussi au laboratoire qu'on peut organiser ce type d'événement, puisque d'un point de vue financier, les hôpitaux qui travaillent avec nous, les associations, etc., c'est une relation qui est non financière. On veut pas faire reposer le poids sur eux. Et derrière, sur les laboratoires, ça nous apporte aussi un soutien qui est vraiment exceptionnel, que ce soit en termes financiers, en termes d'expertise, évidemment, puisque les membres du laboratoire aussi sont là pendant le week-end et donnent leurs conseils sur la partie business, sur leurs connaissances aussi médicales, et c'est très précieux également. Et puis aussi, ça nous donne l'opportunité de communiquer plus largement. Donc, c'est vraiment des partenariats qui sont importants pour nous. Et donc, je vais passer la parole à Véronique pour qu'elle puisse donc se présenter Theramex et nous parler du partenariat qu'on a mis en place. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Donc, je voudrais commencer. Merci beaucoup, Aude, pour cette jolie introduction. Et je voudrais surtout vous dire que c'est moi qui suis honorée aujourd'hui d'avoir écouté pendant près d'1 heure parler des femmes. Et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai entendu. C'est pas tous les jours qu'on parle des femmes, et c'est une femme à la tête d'un laboratoire pharmaceutique qui s'occupe exclusivement de la femme qui vous parle aujourd'hui. Puisque Theramex, c'est un laboratoire qui est pour le coup dédié à la femme. On est un petit laboratoire au regard des gros laboratoires qui peuvent exister dans l'industrie pharmaceutique, puisque on est présent dans 50 pays, mais on est un peu moins de 500 dans le monde entier. En France, par exemple, on est à peu près 70 personnes. Donc, on est un tout petit laboratoire. Pour le coup, notre mission, c'est servir les femmes, et notre mission, c'est servir la santé de la femme. Et la santé de la femme, effectivement, comprend aussi sa santé sexuelle. On est présent sur 4 domaines thérapeutiques, donc ça recouvre la contraception. Donc, on fait vraiment toute la vie des femmes, j'allais dire, puisqu'on va de la contraception à la fertilité, la ménopause et l'ostéoporose. Donc, vous voyez que le scope est quand même relativement large. Et j'allais dire, ce qui nous intéresse chez Theramex, c'est l'utilisateur final. Donc, on est en relation quotidienne avec des professionnels de santé.
On est aussi par leur biais en relation avec des patients. Et ce qui nous intéresse, c'est quels sont les besoins qui émergent. Et notre mission, c'est de mettre à disposition des professionnels de santé, mais aussi des femmes, des solutions thérapeutiques, puisque nous sommes un laboratoire pharmaceutique, qui sont à la fois éprouvées et innovantes, mais aussi dire des services, puisque le rôle d'un laboratoire, c'est aussi d'apporter des services aux professionnels de santé. Et j'aimais bien, Juliette, tout à l'heure, quand vous parliez de site internet, potentiellement d'applications, parce que, et d'ailleurs, je vous invite à le visiter, à me donner votre avis, ça m'intéresse beaucoup, Juliette. On vient de lancer très, très récemment un site internet qui s'appelle Theramex et moi. Et au sein de ce site internet, on a regroupé l'ensemble des documents, l'ensemble des services qu'on a pu mettre à disposition, en l'occurrence plutôt des gynécologues, puisqu'on voit essentiellement des gynécologues, pour les aider dans les explications destinées aux patientes. Donc, c'est par exemple des choses que l'on fait en termes de services. Et peut-être 2 mots, si vous m'autorisez, sur pourquoi c'est vrai que pour nous, c'est un projet qui est très enthousiasmant, ce que vous mettez en place, parce que, en fait, je dirais, il y a plusieurs intérêts qu'on a en commun. Bon, le tout premier, on en parle depuis un moment, c'est la santé des femmes et la santé sexuelle des femmes. Le second, c'est le digital. On est dans un univers qui est très digitalisé et avec la crise sanitaire que l'on vient de vivre, on doit évoluer dans un monde digital. Et c'est vrai que nous, pour ne rien vous cacher, on vous a découvert sur LinkedIn en l'occurrence. Donc, et c'est des membres de mon équipe qui vous ont découvert et tout de suite, ça nous a beaucoup séduit. Pour une raison aussi, c'est que je vous ai parlé du fait que pour nous, ce qui est intéressant, c'est l'avis de l'utilisatrice finale, donc l'avis de la patiente. Et moi, je crois beaucoup au regard naïf, aux gens qui ne sont pas des experts pour le coup. Et je reste convaincue que quand on a un regard naïf, ça nous permet d'avancer sans a priori. Ça nous permet d'avancer avec une vision très différente, qui n'est pas celle des experts. Et pour le coup, on arrive avec des solutions très concrètes et très pratiques et très pragmatiques. Et c'est ça qui m'intéresse. Et la seconde chose, c'est que je crois énormément aussi à l'intelligence collective, et faire des créatons sous ce forme-là, ça fait travailler le cerveau et ça fait travailler plusieurs cerveaux et on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. On peut pas être plus d'accord, parce que ce que vous avez décrit, c'est vraiment le cœur de la démarche de l'hôpital. Merci beaucoup, Véronique. Merci à tous pour votre participation et à vous, Véronique, Thierry, Juliette, Arnaud et Joël, pour vos interventions qui ont, je pense, apporté énormément à nos auditeurs. En tout cas, moi, ça m'a apporté à la fois beaucoup de connaissances, mais aussi beaucoup de motivation. Ça me donne vraiment encore plus envie, même accélérer le temps pour qu'on soit plus vite au 26 mars. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur les tables rondes. Donc, Véronique, malheureusement, je sais que vous pouvez pas rester avec nous, donc merci. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée. Pour Thierry, Juliette, Arnaud et Joël, vous allez pouvoir choisir chacun la table ronde qui vous correspond. Pour les participants qui ont pu rester avec nous jusqu'à maintenant, vous pouvez du coup vous répartir dans les tables rondes. Moi, je serai aussi sur une table ronde si vous avez des questions liées au créaton, si vous avez besoin aussi de précisions pratiques et autres. Donc, et puis Agathe aussi sera sur une autre table ronde, donc vous verrez le logo de l'hôpital. Agathe donc travaille avec moi et pourra aussi répondre à vos questions. Un tout petit détail, c'est que dans chaque table ronde, on a 8 places. Ne soyez pas 8 auditeurs sur la table ronde, sinon l'intervenant pourra pas venir avec vous. Donc, faut bien faire attention à ça. Vérifiez que l'intervenant est là, ou sinon laissez-lui une place libre. Sinon, vous allez être entre vous. Bon, c'est sympa aussi, mais vous pourrez pas lui poser des questions. Voilà. Donc, on vous retrouve tout de suite sur les tables rondes. Merci à tous et à très vite. Du coup, je vous ai mis tous les liens aussi dans le chat, les liens des différents sites de la chaire, de MySLife, de Theramex et bien sûr le lien d'inscription pour le créaton. Vous retrouvez toutes les informations sur l'hôpital.com et sur les réseaux sociaux. Alors, juste moi aussi, je suis newbie sur la plateforme, donc je vais être sûre que je vais pas juste tout fermer et juste